Je m'appelle Sophie. Avant tout cela, j'étais infirmière dans un hôpital de la ville, une vie passée à soigner, à écouter, et à espérer. Je pensais être forte, avoir tout vu. Mais l'épidémie a balayé toutes mes certitudes. Quand les premiers patients sont arrivés, je n'ai pas compris l'ampleur de ce qui se préparait. Les symptômes semblaient familiers, comme une grippe, mais avec une rapidité et une violence qui nous ont tous pris de court. Les salles d'attente se remplissaient plus vite que nous ne pouvions gérer. Chaque jour, de nouveaux cas affluaient. Puis, les cris, les toux sanglantes, les gémissements qui remplissaient les couloirs ont cédé place à un silence insoutenable. Jour après jour, je regardais mes collègues tomber, un à un, et le personnel médical s'effondrait sous la charge. On m'a assigné à des unités entières de patients, seul pour les veiller. Mais un matin, en arrivant, j'ai compris que c'était fini. L'hôpital était devenu un cercueil, une cage pour ceux qui espéraient des soins qui ne viendraient jamais. Le jour où j'ai quitté l'hôpital, j'ai pris tout ce que je pouvais. Des médicaments, des bandages, de quoi survivre. L'extérieur était méconnaissable, la panique avait envahi les rues, et des groupes armés pillaient déjà les pharmacies et les magasins. Je me suis caché dans une ruelle, observant les silhouettes déchaînées qui s'emparaient de tout. C'est là que j'ai compris que tout ce que je savais de la société était parti en fumée. Traversant la ville en ruine, je n'avais qu'une idée, trouver un refuge. Je ne savais pas où aller, ni combien de temps je pourrais survivre, mais l'instinct m'a poussé à chercher de la compagnie. L'isolement, je le savais, pourrait me briser aussi sûrement que la maladie. C'est au détour d'un supermarché éventré que j'ai rencontré Alex et Marco. Je fouillais les débris, espérant trouver quelque chose de comestible ou de précieux, quand j'ai aperçu deux silhouettes. Alex, un homme au regard vif et aux gestes précis, m'a observé un instant avant de s'approcher. Marco, silencieux, avait cette posture alerte qui ne trompait pas, un militaire, sans aucun doute. Nous avons rapidement compris que, même si la méfiance nous séparait, une alliance temporaire nous donnerait plus de chances de survie. Puis, il y avait Emma, une adolescente qui nous avait suivis en silence. Elle nous observait, effacée, mais son regard vif révélait une intelligence qui, dans ce monde nouveau, était aussi précieuse que n'importe quelle arme. Ensemble, nous formions un groupe improbable, mais suffisant pour affronter l'inconnu. Cette première nuit passée avec eux a révélé à quel point la menace du monde extérieur était réelle. Nous nous sommes installés dans un immeuble abandonné, fermant chaque porte, chaque fenêtre, allumant un feu minuscule pour nous réchauffer. Mais dans l'obscurité, des bruits nous parvenaient, sinistres et inquiétants. Des pas lourds résonnaient dans les escaliers. Je pouvais entendre les gémissements des survivants affamés qui cherchaient de quoi manger, de quoi boire. Nous nous sommes blottis, priant pour que personne ne s'approche. Chaque raclement de pieds, chaque ombre qui passait par les fenêtres brisées, ravivait une terreur brute en moi. J'avais connu la peur en salle d'urgence, mais celle-ci était bien différente. La peur du silence, de l'inconnu, et du danger imminent. Le lendemain, notre maigre ration était presque épuisée. Nous avions encore quelques boîtes de conserve et des biscuits cassés que j'avais pris en fuyant l'hôpital, mais nous savions que cela ne suffirait pas. L'apocalypse n'avait pas seulement emporté les vies humaines, elle avait aussi détruit les réserves, vidé les magasins, et transformé les provisions en biens rares et précieux. Nous avons marché dans un quartier résidentiel, cherchant des maisons encore intactes. Mais chaque placard, chaque garde-manger que nous ouvrions était vide. Ce sentiment de pénurie, d'insécurité, creusait un vide en moi. Pour la première fois de ma vie, je me sentais fragile, exposée, consciente que notre survie était une question d'instant. Les dangers étaient partout, et Alex l'a vite compris. Dans une quincaillerie à moitié effondrée, il a récupéré des morceaux de métal, des bâtons, et des outils rouillés. Sa capacité à bricoler était impressionnante. Il a transformé ces objets abandonnés en armes improvisées, et, même si elles étaient rudimentaires, elles nous ont donné un sentiment de sécurité. J'ai observé Alex, concentré, attachant un morceau de ferraille au bout d'un bâton pour en faire une lance. Marco, de son côté, avait repéré des objets plus lourds, qu'il gardait près de lui. Ces armes, aussi imparfaites soient-elles, nous offraient une forme de protection, un bouclier symbolique contre la violence de ce nouveau monde. La soif est devenue notre ennemie suivante. Il y avait bien des bouteilles d'eau en ville, mais tout avait été emporté par des pillards. Le désespoir s'installait, jusqu'à ce que Marco, en explorant un vieux parc urbain, tombe sur un puits caché parmi les buissons. C'était comme une oasis dans ce désert de ruines. Nous avons installé un petit périmètre autour du puits, le protégeant avec nos armes de fortune. Nous savions qu'il suffirait de peu pour que d'autres le découvrent. Cette source d'eau était notre trésor, notre chance de survie dans un monde qui ne pardonnait plus aucune erreur. La nature elle-même semblait devenue une menace. En explorant les restes d'un supermarché, nous sommes tombés sur des chiens errants. Leur maigreur et leurs yeux affamés reflétaient une cruauté nouvelle. La meute nous a encerclés, et pendant un instant, j'ai pensé que tout était terminé. Mais Marco, d'un mouvement habile, a repoussé les bêtes en brandissant une torche. Ces chiens, autrefois domestiqués, étaient désormais des prédateurs, des survivants comme nous. Cet instant m'a rappelé que chaque créature de ce monde, humaine ou animale, était prête à tout pour subsister.
À peine quelques jours après notre installation autour du puits, le danger nous a trouvés. Un groupe de survivants armés nous a pris par surprise alors que nous revenions d'une expédition dans les environs. Ils étaient bien plus nombreux que nous, organisés et affamés. Marco, le premier à repérer leur approche, a crié un avertissement, et nous nous sommes précipités pour protéger nos maigres provisions. La confrontation a été brève mais brutale. Marco, avec son expérience de soldat, a réussi à en blesser un avant de nous faire battre en retraite. Nous avons dû laisser derrière nous une partie de nos ressources et de notre précieux stock d'eau. La perte m'a laissé un goût amer, mais elle a aussi ancré en moi la certitude que nous devions nous méfier de tout et de tous. Dans ce monde sans loi, la survie se jouait à chaque instant. Les nuits sans sommeil et les attaques répétées ont eu un effet profond sur Emma. À son âge, personne ne devrait être confronté à un tel cauchemar. Elle se réveillait souvent en sursaut, ses yeux agrandis de terreur. Elle semblait épuisée, comme si chaque jour l'éloignait de son insouciance d'adolescente. Un soir, alors qu'elle tremblait encore de cauchemar, j'ai pris sa main. Dans son regard, je voyais l'ombre de la peur, la même que celle qui me hantait, mais décuplée par son jeune âge. J'ai ressenti le besoin de la protéger, de lui montrer qu'il nous restait une part d'humanité, même dans ce chaos. Elle est devenue une sorte de fille adoptive pour moi, et cette responsabilité m'a donné une raison de continuer, de ne pas céder à la brutalité ambiante. Lors d'une expédition, Alex a repéré une station de radio délabrée au sommet d'un immeuble. Nous avons gravi les étages, priant pour que l'équipement fonctionne encore. Quand nous avons atteint la salle de contrôle, Alex a commencé à bricoler avec les circuits, tentant de restaurer un signal. Le grésillement des haut-parleurs a brisé le silence oppressant, mais tout ce que nous avons capté, ce furent des messages de détresse, des voix perdues comme la nôtre, cherchant de l'aide. Chaque voix racontait une histoire de survie, de désespoir, de perte. Cela a ajouté un poids à notre propre fardeau, mais aussi une étrange consolation. Nous n'étions pas seuls à affronter cet enfer. Quelque part, d'autres luttaient aussi pour ne pas disparaître. Cependant, aucun signal ne laissait présager de secours, seulement des appels abandonnés dans le vide. Les attaques fréquentes et notre besoin de mobilité ont poussé Alex à une nouvelle idée, des abris mobiles. Utilisant des bâches, des matériaux légers et tout ce qu'il pouvait récupérer, il a conçu des structures faciles à monter et à démonter, que nous pouvions transporter d'un lieu à l'autre. Cela nous donnait une certaine liberté, la capacité de rester en mouvement tout en ayant un minimum de protection. Chaque soir, nous installions notre campement en silence, renforçant nos abris temporaires avec ce que nous trouvions. La sensation de toujours pouvoir se déplacer nous offrait un maigre espoir de rester en vie, même si cela signifiait abandonner nos repères chaque jour. Un jour, alors que nous cherchions des provisions, nous avons rencontré un homme solitaire. Il se tenait au milieu de la rue, maigre et tremblant, mais avec un sourire étrange. Il nous a assuré qu'il possédait un stock de nourriture caché et qu'il accepterait de le partager. Sa voix m'a semblé honnête, mais les regards méfiants de Marco et Alex étaient des avertissements silencieux que je ne pouvais ignorer. Nous avons suivi cet homme jusqu'à un bâtiment en ruine, mais une fois à l'intérieur, nous avons compris que c'était un piège. D'autres hommes étaient dissimulés dans l'ombre, prêts à nous encercler. Grâce à l'alerte rapide de Marco et à nos armes de fortune, nous avons pu nous échapper de justesse. Ce jour-là, j'ai appris que, dans ce monde, même le sourire le plus sincère pouvait être un masque pour la trahison. Les jours passaient, et notre lutte pour survivre devenait de plus en plus ardue. Un soir, alors que nous étions installés dans un immeuble abandonné, une explosion a retenti au loin. Un groupe de pillards avait mis le feu à un bâtiment proche pour déloger des survivants. Les flammes se propageaient, créant un mur incandescent qui consommait tout sur son passage. Le vent poussait la fumée vers notre campement, et les cendres brûlantes tombant autour de nous rendaient l'air irrespirable. Nous avons fui en courant, nos maigres possessions serrées contre nous. L'image des flammes dévorant la ville dévastée m'a rappelé que cet apocalypse n'avait pas seulement détruit notre civilisation, elle brûlait aussi les derniers vestiges d'espoir. Après l'incendie, nous avons compris que nous ne pouvions jamais baisser notre garde. Un jour, Marco a découvert que des groupes de survivants organisés surveillaient les rues. Certains avaient formé des milices armées, capturant des survivants solitaires pour les interroger ou les réduire en esclavage. Nous avons appris à nous déplacer en silence, à ne jamais utiliser les mêmes routes deux fois et à ne laisser aucune trace derrière nous. Marco nous a appris à observer ces groupes à distance, à repérer leurs allées et venues pour éviter tout contact. C'était une nouvelle forme de survie, une paranoïa constante, mais nécessaire. Dans ce monde en ruine, même un simple regard croisé pouvait signifier la mort. Malgré nos précautions, le danger nous a rattrapés. En explorant un bâtiment effondré, Emma s'est blessée en marchant sur un éclat de verre. La coupure était profonde, et je savais qu'elle risquait de s'infecter. Utilisant mes connaissances d'infirmière, j'ai nettoyé la plaie avec les maigres ressources médicales que j'avais emportées. Mais l'infection guettait toujours, comme une menace silencieuse qui pouvait emporter Emma à tout moment. Ce fut une lutte de chaque instant. Chaque jour, je vérifiais l'évolution de la plaie, cherchant des signes d'infection, espérant que mon soin suffirait. L'idée de perdre Emma était insupportable.
J'étais prête à faire n'importe quoi pour la sauver, car dans cet enfer, elle représentait encore une étincelle de vie innocente. En explorant plus loin, Alex a découvert des marques peintes sur les murs. Elles ressemblaient à des symboles, des flèches, et des codes rudimentaires indiquant des zones sûres ou dangereuses. Nous avons compris que d'autres survivants avaient laissé ces signes pour marquer des passages ou prévenir des pièges. Ces symboles sont devenus notre guide dans cette ville en ruine. Nous avons appris à lire les messages codés, à éviter les zones hostiles et à nous aventurer là où d'autres avaient trouvé refuge temporaire. C'était comme si une forme de langage s'était créée dans le chaos, un moyen pour les rares survivants de se protéger les uns les autres, même sans jamais se croiser. Alors que les semaines passaient, l'hiver s'est installé, apportant avec lui un froid intense. La température chutait de jour en jour, et chaque souffle se transformait en un nuage glacé dans l'air. Nous avons fouillé les décombres pour des vêtements chauds, des couvertures, tout ce qui pouvait nous isoler de la morsure du froid. Nos nuits étaient passées à lutter contre le gel, à partager la chaleur de nos corps, en silence, chacun absorbé dans ses propres pensées et peurs. Le froid amplifiait notre fatigue, nous rappelant que la nature, elle aussi, était devenue notre ennemi. Enfermés dans notre petit abri, nous attendions chaque aube comme une victoire contre la mort. Avec l'hiver venu, nous étions encore plus vulnérables, car chaque sortie pour chercher de la nourriture ou du combustible devenait une question de survie. Un jour, alors que nous cherchions des vêtements d'hiver dans un quartier abandonné, nous avons aperçu un campement à distance. C'était un groupe de survivants, mais quelque chose dans leur comportement m'a glacé, ils se déplaçaient en formations ordonnées, patrouillaient comme des soldats. Nous les avons observés, silencieux, cachés derrière les débris d'un véhicule renversé. Ils semblaient être bien armés, avec des munitions et des provisions. Nous les avons regardés partager leur butin, frappant ceux qui semblaient se montrer faibles ou hésitants. Il était clair qu'ils ne toléraient aucune faiblesse et que leur loyauté était imposée par la peur. Marco nous a fait signe de reculer, et nous avons quitté la zone en silence, nous promettant de ne jamais revenir ici. Nos déplacements devenaient de plus en plus risqués, et un soir, alors que nous traversions une rue en ruine, un groupe armé nous a repérés. Nous avons immédiatement accéléré le pas, mais eux aussi. Je sentais mon cœur battre à tout rompre, la terreur me poussant à fuir. Nous avons dû abandonner nos abris mobiles et courir sans nous retourner, entendant leurs voix et leurs pas derrière nous. Alex a repéré un bâtiment partiellement effondré, et nous nous y sommes faufilés, montant aussi haut que possible pour échapper à nos poursuivants. Nous avons bloqué la porte avec des meubles trouvés dans les débris, et nous sommes restés en silence, priant pour ne pas être découverts. Nous avons passé la nuit terrés, chacun tenant son souffle, craignant que le moindre bruit ne trahisse notre présence. Au matin, ils avaient disparu, mais cette traque nous a rappelé que la ville n'était plus qu'un vaste terrain de chasse. Quelques jours après la traque, alors que nous commencions à manquer de nourriture, nous avons croisé un homme étrange, un marchand ambulant qui transportait des sacs remplis de divers objets. Il portait des couches de vêtements pour se protéger du froid, et ses yeux méfiants nous examinaient de haut en bas. Il nous a proposé un échange, de la nourriture contre des médicaments. J'étais réticente, mais Alex m'a convaincu que nous n'avions pas le choix. Nous avons conclu un échange rapide, sur nos gardes. Il s'est éloigné sans un mot, disparaissant aussi vite qu'il était apparu. Ce marchand nous a rappelé que, malgré la désolation, certains avaient trouvé des moyens de survivre, d'échanger, d'exister dans ce monde sans loi. La faim et le froid rendaient chaque instant difficile, et un jour, alors que nous marchions près d'un ancien parc, une meute de chiens errants nous a encerclés. Leurs corps émaciés et leurs yeux affamés en disaient long sur leur survie dans cette ville morte. Ils nous ont observés un moment, évaluant leurs chances de nous attaquer. Marco, avec son calme habituel, a pris un bâton enflammé et a fait de grands gestes pour les éloigner. Nous avons reculé lentement, ne quittant pas les chiens des yeux, jusqu'à ce qu'ils finissent par nous laisser. Cette rencontre nous a prouvé que même les animaux devaient se battre pour leur vie, et que la ville entière était devenue un piège pour quiconque ne restait pas constamment vigilant. Les jours s'écoulaient, et nous commencions à ressentir les effets de la malnutrition. Nos forces diminuaient, et chaque jour, il devenait plus difficile de marcher, de soulever des objets, de rester éveillé. J'ai essayé de maintenir notre santé en utilisant quelques plantes médicinales que j'avais trouvées, mais rien n'y faisait. Nos corps étaient épuisés, et la fatigue permanente nous laissait peu d'espoir. Emma, surtout, montrait des signes inquiétants. Elle avait perdu du poids, ses joues creuses et ses yeux cernés trahissaient une faiblesse que je ne pouvais plus ignorer. Je m'efforçais de lui donner plus de rations, mais elle refusait souvent, partageant ce qu'elle avait avec le groupe. Cet esprit de sacrifice, à son âge, était à la fois admirable et déchirant. Elle avait grandi trop vite dans cet univers hostile. Au milieu de l'hiver, nous avons repéré un immeuble suffisamment solide pour offrir un refuge en hauteur. En montant à l'un des derniers étages, nous avions une vue dégagée sur les alentours, ce qui nous permettait de repérer les groupes hostiles avant qu'ils n'arrivent. Nous avons transformé cet étage en notre campement temporaire, installant quelques couvertures pour nous protéger du froid. La hauteur nous donnait un sentiment de sécurité, comme si la distance entre nous et le sol pouvait éloigner les menaces.
Pour la première fois depuis des semaines, nous avons réussi à dormir d'un sommeil presque réparateur, loin des dangers immédiats de la rue. Une nuit, une tempête inattendue s'est abattue sur la ville. Les vents hurlants et les pluies glaciales pénétraient même dans notre refuge en hauteur. Le froid était insoutenable, et chaque souffle se transformait en une buée glacée. Nous avons tenté de renforcer les fenêtres avec des morceaux de bois et des tissus, mais la tempête persistait, menaçant de faire céder nos maigres défenses. Tout ce que nous avions construit semblait sur le point de s'effondrer. Nous nous sommes serrés les uns contre les autres pour partager la chaleur. Le sentiment de vulnérabilité, de n'être qu'un petit point dans cette immensité destructrice, me glaçait davantage que le froid lui-même. Cette tempête a marqué un tournant, comme si la ville, elle-même, tentait de nous expulser. Après la tempête, nous avons tenté de chercher de nouvelles provisions. En explorant un ancien entrepôt, nous avons trouvé des caisses de nourriture, mais nous avons vite compris que l'endroit était piégé. Des fils reliés à des explosifs dissimulés parmi les débris indiquaient clairement que d'autres survivants avaient voulu garder ces ressources pour eux. Nous avons reculé, frustrés de devoir abandonner ces provisions précieuses. Cet entrepôt représentait tout ce que ce monde était devenu, une série de pièges, de ruses, et de territoires protégés. Nous devions redoubler de prudence, car chaque tentative de survie pouvait être notre dernière. Peu de temps après avoir quitté l'entrepôt, nous avons décidé de nous réfugier dans un autre bâtiment, mais celui-ci n'était pas aussi solide qu'il en avait l'air. Alors que nous étions installés, une partie de la structure a cédé, entraînant un effondrement qui nous a piégés. Des pans de murs tombaient, et nous avons été séparés dans la panique. J'ai ressenti un instant de terreur pure, coincé sous des gravats, cherchant désespérément une issue. Alex et Marco ont réussi à dégager un passage et à me libérer. Cet incident a laissé des marques profondes en nous. La ville semblait nous rejeter, comme si elle ne voulait plus nous abriter. Les ruines, autrefois protectrices, étaient devenues de véritables pièges mortels. Nous avons réussi à rejoindre notre ancien abri de fortune, où Alex avait laissé un poste radio qu'il essayait toujours de réparer. Ce soir-là, après plusieurs tentatives, il a capté des signaux faibles, mais clairs. Des voix, parfois tremblantes, lançaient des messages de détresse depuis d'autres villes, décrivant des situations aussi désespérées que la nôtre. Ces messages étaient les échos d'autres vies prises dans le même cauchemar. Nous écoutions en silence, chacun touché par les récits de ces inconnus qui partageaient notre solitude, notre peur. À cet instant, j'ai compris que, bien que nous soyons isolés, nous faisions tous partie d'une tragédie humaine commune. En explorant un quartier isolé, Marco est tombé sur un vieux fusil de chasse rouillé dans un atelier abandonné. Bien que l'arme soit usée, elle représentait un avantage énorme dans notre lutte pour survivre. Marco a passé du temps à la nettoyer et à la rendre utilisable. Cette arme, bien que primitive et à la fiabilité incertaine, devenait notre ultime défense. Avec elle, nous avions une chance de nous défendre contre les groupes hostiles. Pour la première fois depuis longtemps, un sentiment d'espoir a émergé. Peut-être que, avec cette arme, nous pourrions enfin regagner un peu de contrôle sur notre destin. Avec l'hiver persistant et la ville devenant de plus en plus hostile, nous avons décidé de quitter notre refuge en hauteur pour chercher des ressources dans la forêt en périphérie. La nature, même dévastée, offrait encore une chance de trouver de la nourriture et un répit des dangers humains. En progressant parmi les arbres desséchés, nous avons entendu des bruits de pas lourds et des craquements inquiétants. Nous nous sommes figés. Au loin, nous avons aperçu des silhouettes animales, peut-être des prédateurs attirés par notre présence. La nature, elle aussi, s'était transformée en un monde de survie impitoyable. Marco nous a fait signe de nous retirer, et nous avons regagné la ville, effrayés mais plus décidés que jamais à trouver un endroit sûr. À notre retour en ville, nous avons été repérés par un groupe de survivants hostiles, bien équipés et plus nombreux que nous. Ils nous ont suivis discrètement jusqu'à notre cachette, laissant des signes que nous avions du mal à ignorer. Des marques sur les murs, des bruits suspects au milieu de la nuit. Nous étions constamment sur le qui-vive, chaque bruit nous glaçait le sang. Une nuit, ils ont tenté de forcer l'entrée de notre refuge. Nous avons dû nous défendre avec les moyens du bord, Marco en tête avec son fusil de fortune, repoussant les assaillants. Ce combat a laissé des marques profondes dans notre esprit. Il était clair que la ville n'offrait plus aucune sécurité, et chaque jour que nous restions augmentait notre risque de ne jamais en sortir vivant. Alors que nous envisagions d'abandonner la ville, un miracle inattendu s'est produit. Au petit matin, un avion a survolé la ville, laissant entendre des messages de secours via la radio. Un point de rassemblement avait été établi à plusieurs kilomètres de là, et un hélicoptère de secours passerait pour évacuer les survivants. Cette annonce a ravivé un espoir que nous pensions perdu. Mais l'itinéraire pour atteindre le point de rendez-vous était semé d'embûches et de pièges, et nous savions que nous devrions affronter de nouveaux dangers pour atteindre ce dernier espoir de salut. Après avoir rassemblé nos affaires et partagé les dernières ressources, nous avons entamé notre périple vers le point de secours. La route était remplie de pièges laissés par des survivants pour protéger leur propre zone. Marco, en tête, nous guidait à travers ce labyrinthe, chaque pas précautionneusement calculé pour éviter les embuscades. À plusieurs reprises,
Nous avons failli tomber dans des pièges rudimentaires, des fosses camouflées ou des câbles tendus à hauteur de cheville. Nous avancions lentement, chaque minute nous rappelant combien cette traversée était périlleuse. Mais le désir de survie nous poussait en avant, et nous étions prêts à tout risquer pour rejoindre ce point de rassemblement. La route directe vers le point de secours était coupée par des barricades, alors nous avons décidé de passer par les égouts pour éviter les groupes hostiles en surface. L'obscurité et l'odeur étaient étouffantes, et chaque goutte d'eau, chaque ombre nous rappelait que ce tunnel pouvait être notre tombeau. En avançant, nous avons marché dans un piège tendu par des survivants, une série d'obstacles et de fils barbelés nous barraient la route. Alors que Marco dégageait un passage, des voix nous ont surpris derrière. Une lutte éclata. Marco s'est battu avec une force que je ne lui connaissais pas, repoussant nos attaquants malgré les blessures. La sortie du tunnel a été un moment de délivrance, mais la peur de perdre Marco nous hantait tous. Après des jours d'errance, épuisés et blessés, nous avons finalement aperçu le point de rassemblement. Une trentaine de survivants attendaient déjà, tous aussi fatigués et méfiants que nous. La tension régnait, chaque regard empreint de défiance. Les ressources étaient limitées, et chacun savait que l'hélicoptère qui viendrait ne pourrait emmener qu'un nombre restreint de personnes. Nous avons tenté de rester en retrait, observant en silence, essayant de ne pas attirer l'attention des groupes plus puissants. Il était clair que le chaos pourrait éclater à tout moment. Cette attente, mêlée à l'incertitude de savoir qui serait sauvé ou abandonné, était presque insupportable. Les jours passaient sans aucune nouvelle de l'hélicoptère, et la tension parmi les survivants devenait insoutenable. Des disputes éclataient, des groupes se formaient et se défaisaient, et la méfiance mutuelle augmentait chaque jour. Nous nous organisions pour surveiller les alentours et défendre notre place au besoin. Un soir, alors que les vivres s'amenuisaient, une altercation violente a éclaté entre deux groupes pour le contrôle des dernières rations. Nous avons évité de prendre parti, mais l'hostilité de ce moment nous a rappelé que ce monde n'avait plus de règles. Nous nous demandions combien de temps nous tiendrions avant que la situation ne dégénère totalement. Enfin, un matin, nous avons entendu le bruit lointain des pales d'un hélicoptère. L'excitation et la panique se sont propagées parmi les survivants. Chacun s'est précipité, agitant les bras, hurlant pour attirer l'attention. L'hélicoptère s'est posé, soulevant un nuage de poussière, et les forces de secours ont rapidement évalué la situation. Mais le nombre de places était limité. L'officier en charge a annoncé que seuls les plus faibles et les blessés seraient embarqués en priorité. Une tension palpable remplissait l'air, alors que chacun luttait pour une place dans cet ultime espoir de salut. Lorsque le moment de l'embarquement est arrivé, nous avons tenté de nous organiser, mais Marco, blessé et affaibli, a pris une décision qui m'a bouleversé. Il nous a regardés et a murmuré qu'il resterait, permettant à Emma, Alex et moi de partir. Je savais qu'il se sentait responsable de nous, et ce sacrifice final était pour lui un acte de rédemption. Mon cœur était brisé, je voulais l'emmener avec nous, mais son regard déterminé m'a convaincu. C'était sa façon de nous donner une chance, de garantir notre survie. Avec des larmes aux yeux, nous l'avons laissé derrière, embarquant à bord de l'hélicoptère avec une promesse silencieuse de ne jamais oublier son geste. L'hélicoptère s'est élevé au-dessus de la ville en ruine, et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti un sentiment de paix, mêlé à un profond chagrin. En regardant les ruines s'éloigner, je pensais à Marco, à sa force, à son sacrifice. Il avait été notre pilier, et son absence créait un vide immense en moi. Emma s'est blottie contre moi, épuisée mais soulagée. Alex regardait l'horizon, perdu dans ses pensées. Nous laissions derrière nous un monde de douleur, mais nous savions que ce voyage nous marquait à jamais. Le poids des épreuves endurées était gravé en nous, et l'avenir restait incertain. L'hélicoptère nous a emmenés vers une base sécurisée, loin de la ville morte, où d'autres survivants se reconstruisaient peu à peu. L'accueil a été chaleureux, mais notre cœur était marqué par la dureté de l'apocalypse. Nous étions sauvés, mais l'ombre de ceux que nous avions perdus restait présente. La vie dans cette base était différente. L'espoir renaissait, et la solidarité entre les survivants créait une chaleur nouvelle, une lueur de normalité dans un monde brisé. Nous avons commencé à construire quelque chose de nouveau, un refuge, une communauté. Et bien que Marco ne soit plus avec nous, son souvenir nous accompagnait à chaque instant, rappelant que notre survie reposait sur des sacrifices, des choix et une humanité que rien, pas même l'apocalypse, ne pouvait effacer.